Nous avons été créés en avril 1943 dans la ville de Grenoble. Pour ceux qui ne le savent pas, Grenoble était une des villes sous occupation italienne. Un autre mystère de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie fasciste de Mussolini a protégé la population juive française qui était réfugiée dans le département français occupé par l'Italie. L'Italie fasciste de Mussolini a protégé la population juive française à la fois des nazis, mais également de la police française du gouvernement de Vichy. Donc beaucoup d'institutions ont été créées dans cette ville à Grenoble et beaucoup de gens ont tenté de se réfugier dans ces départements sous occupation italienne. La création du Centre de documentation juive contemporaine est intervenue en avril 1943. Pourquoi avril 1943? Parce que, vous savez, la particularité de la France, un peu compliquée, une histoire un peu compliquée, qui n'est ni blanche ni noire, mais plutôt grise. Le gouvernement de Vichy était convaincu que l'Allemagne nazie allait gagner la guerre. Et un des objectifs, c'était de s'entendre avec l'Allemagne nazie, notamment sur la question juive, sur la question de l'exclusion des juifs de la société. Donc, globalement, après la signature de l'armistice entre les Français et les autorités nazies, le gouvernement de Vichy a mis l'administration française à la disposition des autorités nazies d'occupation. Pour résumer la situation, les initiatives étaient nazies et l'application était française. Cela a toujours été comme ça, à quelques exceptions près, où parfois le régime de Vichy a pris quelques initiatives, sans que les nazis le demandent, mais globalement c'était comme ça. Donc, pour faire très court, 1941, ça a été l'année surtout de l'internement des Juifs en France, dans des camps d'internement, où d'ailleurs parfois ils ont côtoyé des anciens des brigades internationales dans un certain nombre de camps. 1942, vous le savez, ça a été la mise en place de la solution finale à l'ouest de l'Europe, décision prise à l'automne 1941, techniquement organisée après la conférence de Wannsee et appliquée en Europe de l'Ouest en 1942. Le premier convoi de déportation qui a quitté la France est parti le 27 mars 1942. Le dernier convoi est parti le 17 août 1944. Quelques jours avant la libération de Paris, Alois Brunner a tenu à déporter encore des Juifs du camp de Drancy. Il y a eu de nombreuses rafles en 1942 et 43 convois de déportation qui ont quitté la France dans la seule année 1942, avec parfois des convois qui partaient au rythme de 3 par semaine du camp de Drancy. À la fin de l'année 1942 en France, comme dans toute l'Europe, 60% des victimes sont déjà assassinées. Il faut bien retenir ça. À la fin de l'année 1942 en Europe, 60% des victimes sont déjà assassinées. 1942 est une année noire pour la France. C'est une année noire pour les Juifs de France qui sont installés en France depuis des générations, ce qu'on appelle les Israélites, qui étaient convaincus que parce qu'ils étaient français, il ne pouvait rien leur arriver, qui étaient convaincus qu'en respectant la loi, dont nous avons parlé tout à l'heure, même si la loi était antisémite, c'était la meilleure protection. Respecter la loi, c'est la France qui nous protégerait. C'était une trahison pour les Juifs qui vivaient en France depuis des générations et des générations. Et ça a été bien sûr vécu particulièrement difficilement par les Juifs étrangers qui étaient venus se réfugier en France dans l'entre-deux-guerres. Mais à la fin de l'année 1942, il y a un constat qui est tiré. Ce n'est pas simplement une vague d'antisémitisme. C'est beaucoup plus grave qu'une vague d'antisémitisme. À l'époque, on ne sait pas dire ce qui est en train de se passer. Ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Mais
il y a des bribes d'informations qu'il est facile de regrouper pour comprendre que certains vont mourir, que ces trains qui partent vers des destinations inconnues, pour lesquelles après on n'a plus de nouvelles des personnes qui ont été déportées, il y a sans doute un grand danger qui est encouru par la population juive en Europe. Et donc, l'initiative qui est prise en avril 1943, c'est de rassembler des archives pour pouvoir raconter ce qui s'est passé. L'idée à l'époque est de dire on ne sait pas qui va survivre, mais ceux qui survivront devront trouver ces archives pour pouvoir raconter pour les autres. Ce qui se passe à Grenoble en avril 1943 n'est pas unique. Ça n'est pas coordonné, mais il y a des initiatives identiques qui se déroulent dans le ghetto de Varsovie, autour d'Emmanuel Ringelblum. Il y a des initiatives identiques qui vont se dérouler, y compris au cœur même de l'extermination à Birkenau. Et Isaac Schneerson est une figure intéressante parce que c'est un juif russe, issu d'une famille orthodoxe, qui est amené à quitter la Russie parce qu'il va, c'est un rabbin un peu atypique, parce qu'il va militer pour les droits des juifs en Russie tsariste. Il est obligé de quitter la Russie parce qu'il est poursuivi par la police tsariste et il vient se réfugier en France. Mais il vient se réfugier en France non pas par hasard. Il vient se réfugier en France parce que, vous savez, dans les pays d'Europe de l'Est, on se transmet de génération en génération que la France, la Révolution française, a donné l'égalité des droits à ces juifs. L'émancipation des juifs est quelque chose que l'on doit à la Révolution française, et vous savez que ça a après s'aimé dans toute l'Europe, en tous les cas dans une partie de l'Europe. Et donc de génération en génération, on se transmet que la France est la patrie des droits de l'homme, de Voltaire, de Rousseau, le pays qui a donné pour la première fois, donc au XVIIIe siècle, c'est au XVIIIe siècle en Europe que les Juifs obtiennent l'égalité des droits. Et donc Schneerson fait comme tous ces Juifs immigrés, quand il arrive en France, son obsession c'est de devenir français. Donc en arrivant en France, il n'est plus rabbin, il coupe ses paillasses, ses papillotes, il enlève sa kippa, et il va devenir un homme de son temps, et il va travailler, etc., etc. Il va être spolié par les lois de Vichy, parce que le gouvernement de Vichy va mettre en place tout un programme de spoliation des Juifs en France, là aussi, retour à la loi, comme on le disait tout à l'heure. Et les Juifs immigrés ont une évaluation du danger qui est différente des Juifs français. Les Juifs immigrés qui viennent de pays où l'antisémitisme est quotidien, où l'antisémitisme est brutal, et où l'antisémitisme est déjà violent, les Juifs immigrés ont une longueur d'avance par rapport aux Juifs français. Et dès le début, les Juifs immigrés, dès l'arrivée des nazis à Paris, comprennent qu'il y a un risque qui pèse sur la population juive en France. C'est par hasard si c'est Schneerson qui est à l'origine de la création de cette institution, le Centre de documentation juive contemporaine, et il réunit des Juifs immigrés et des Juifs français à la même table. L'autre paramètre très important, c'est qu'à la fin de l'année 42, les Alliés menacent les nazis en leur disant « un jour ou l'autre, la guerre se terminera, et un jour ou l'autre, vous aurez à répondre de vos crimes devant les tribunaux ». Et c'est le deuxième aspect qui prévaut à la création du Centre de documentation juive contemporaine. Ces archives seront utilisées un jour pour juger les criminels nazis. Voilà. Notre institution naît avec ces deux idées-là, dans un contexte, vous imaginez, en 1943 en France, c'est la traque des Juifs, c'est-à-dire qu'on poursuit les Juifs, on essaye d'arrêter le plus grand nombre de Juifs, et donc sauver des documents d'archives alors qu'on essaye d'arrêter des hommes et des femmes et des enfants, ça peut apparaître un peu décalé par rapport à la réalité, mais Schneerson avait véritablement cette anticipation par rapport aux autres. Alors, l'armistice Badoglio amène la fin de la zone italienne en septembre 1943. Les Allemands déferlent sur la zone italienne et l'équipe qui était autour de Schneerson se disperse
Schneerson rejoint la résistance en Dordogne. Certains vont quitter la France, vont passer en Espagne, d'autres vont se cacher dans toute la France. Et Schneerson entend parler des combats pour la libération de Paris en août 1944. Et Schneerson comprend que c'est dans ces moments-là qu'on essaye de détruire des archives. Donc Schneerson court à Paris avec un monsieur qui est alors un inconnu, qui s'appelle Léon Poliakov. C'est un inconnu, mais qui deviendra un grand historien de l'antisémitisme. Schneerson ne connaît rien à l'histoire, c'est clair. Même arrivé dans les années 20 en France, en 1945, il parle le français avec un accent yiddish incompréhensible, personne ne le comprend, mais il a des sentiments qui l'amènent d'anticipation. Poliakov, lui, a une âme d'historien. C'est totalement différent. Poliakov va comprendre tout de suite l'importance de l'écriture de l'histoire. Et dans les combats pour la libération de Paris, Léon Poliakov va raconter dans un livre qu'il a écrit, un livre autobiographique, L'Auberge des musiciens, comment notre institution va mettre la main sur des fonds d'archives. C'est un peu rocambolesque, ce que je vous raconte, c'est un peu surnaturel. Il y a des combats dans Paris, c'est la guerre dans Paris, et Schneerson sauve des archives. Il y a un côté un peu fou dans son travail, mais c'est comme ça que Léon Poliakov raconte que un commissaire de police, le commissaire Berger, amène à Schneerson des caisses avec des documents d'archives qui vont s'avérer être les archives du service 4B4, c'est-à-dire le service anti-juif de la Gestapo. Et dans les archives du service anti-juif de la Gestapo, il y a deux fonds qui ont survécu de la Gestapo, si je ne m'abuse, je le dis devant Thomas Lutz. Il y a celui de la Hollande et celui de la France. Et celui de la France va s'avérer une mine d'or pour les chercheurs, puisqu'il y a toute la politique menée par les nazis en France. Il y a aussi, et surtout, tout l'envers des discussions entre les nazis et le gouvernement de Vichy, vu par les nazis. Ce fonds d'archives sera essentiel pour montrer la collaboration du gouvernement de Vichy. Ce fonds d'archives nous donnera également la liste originale de tous les convois de déportation qui ont quitté la France. 76 000 juifs ont été déportés de France, 25% de la population juive de France, et la liste de tous les juifs qui ont été déportés, vous savez que c'est quand même un cas unique parce qu'en Europe, il y a des gens qui continuent à se chercher parce qu'ils n'ont pas la certitude que leur famille a été complètement détruite. Pour la France, nous avons cette chance, entre guillemets, d'avoir pu répondre immédiatement aux familles qui ont pu commencer le deuil dès la fin de la guerre. Alors, je voudrais vous montrer un document d'archives qui est un document d'archives qui a été fondamental en matière de justice, car c'est le seul document qui est signé de la main de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, et qui a permis son inculpation de crimes contre l'humanité. En fait, à la fin de la guerre, notre institution, le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, se retrouve avec des milliers de documents d'archives, des milliers, à la fois en langue allemande et en langue française. Il y a des archives qui ont été données, et très clairement, il y a des archives qui ont été volées. Des archives de la police de Vichy, des archives d'officines, de bureaux du gouvernement de Vichy. Et les procès de Nuremberg commencent dès octobre 1945. Le gouvernement français nous demande de partir au procès de Nuremberg avec nos archives pour aider la plaidoirie française. Et donc nous partons au procès de Nuremberg. Il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Billig, qui est aussi la Russo Connection, comme on dit, qui est un juif russe réfugié en France aussi dans l'entre-deux-guerres, qui va animer cette antenne avec Léon Poliakov. C'est assez bizarre parce qu'à Nuremberg, il n'y a que des États qui sont représentés, et puis il y a nous, le Centre de documentation juive contemporaine, avec Joseph Billig et Léon Poliakov, qui mettent ces archives à la disposition non seulement de la France, mais également des Alliés. Et nous restons pour les procès internationaux, les procès américains, et à la fin des procès, nous recevons l'autorisation du procureur américain, Telford Taylor, de puiser dans les archives du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg est un procès central,
c'est le premier procès de justice internationale. C'est aussi un des premiers procès où les archives sont utilisées comme des pièces à conviction. Vous le savez. Vous savez que les Alliés diffusent des films pendant le procès. Il y a énormément d'archives de bourreaux qui sont montrées pendant ce procès-là. Donc, nous avons l'autorisation de ramener à Paris énormément d'archives. N'oubliez pas, et ça c'est une parenthèse, que l'État d'Israël n'existe pas encore. Ou même lorsqu'il existe, les historiens ont montré que l'État d'Israël ne va pas, dans un premier temps, c'est un autre sujet, s'intéresser à l'histoire de la Shoah jusqu'au procès Eichmann, jusqu'en 1961. Donc il n'y a pas Yad Vashem, qui est à Jérusalem, cette grande institution. Il n'y a pas encore le musée de l'Holocauste de Washington. Donc notre institution est un peu la seule à faire ce travail de documentation et d'archives. Et ce travail d'aide à la justice va être un travail très important. Nous, notre travail n'est pas de rechercher les anciens nazis. Notre travail est de ramasser des archives, le plus possible d'archives, et les mettre à la disposition des avocats, des victimes, ou de la justice. Donc nous avons travaillé avec beaucoup de tribunaux, nous avons été nommés aussi au lendemain de la guerre experts pour les tribunaux allemands, nous avons participé par notre documentation à beaucoup de procès en Allemagne, en Pologne, en Israël au procès Eichmann également, et les plus récents en France, le procès Touvier et Papon, et pour le procès de Klaus Barbie. Klaus Barbie a été jugé par contumace au procès Nuremberg, et vous savez qu'il a été enlevé par les autorités françaises dans les années 80 et ramené en France. Le problème, c'était qu'une fois qu'il était en France, il fallait trouver légalement une raison de le garder. Et il n'y avait pas de raison légale, il n'y avait pas de documents originaux qui prouvaient que Barbie avait pris une initiative particulière. Son avocat ignorait que nous avions ce document, et donc c'est ce document, signé de la main de Klaus Barbie, qui a permis au procureur Truche d'inculper Barbie et de pouvoir commencer l'instruction du procès, sinon la justice française aurait été obligée de le libérer. Et c'est... Alors, les archives sont extrêmement nombreuses. Ce sont des archives du gouvernement en langue française et des archives des autorités nazies, mais également des archives de tous les pays d'Europe, puisque Schneerson va aller dans tous les pays d'Europe pour collecter des archives. Et le travail qui est fait au lendemain de la guerre, c'est en partant du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire que le Centre de documentation juive contemporaine va classer ses archives, va continuer à collecter des milliers de documents d'archives, va commencer à publier des ouvrages, va mettre des historiens au travail, va publier une revue qui s'appelle à l'époque Le Monde Juif, qui est devenue aujourd'hui la revue d'histoire de la Shoah. Schneerson va même tenter en 1947 de convoquer un colloque européen des historiens. À l'époque, on n'appelait pas ça la Shoah, mais on appelait ça le Khurban, qui a la même signification que le mot Shoah. Mais vous savez qu'avec la guerre froide, cette tentative de vouloir créer un réseau européen va s'arrêter. Et puis Schneerson, vous savez, Schneerson était un monsieur qui avait survécu à la Seconde Guerre mondiale, et tous les gens qui animaient à l'époque le Centre de documentation juive contemporaine, qui étaient dans ce travail d'histoire, et j'insiste, notre institution est née dans l'histoire. Vous savez, des fois, il y a des musées qui se créent, et qui après vont créer un centre d'archives. Nous, c'est tout l'inverse. Nous étions à la base un centre d'archives, et petit à petit, nous allons évoluer vers un centre de mémoire et un musée. Mais Schneerson, qui lui avait la chance d'avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale, d'avoir survécu à la Shoah, voulait faire quelque chose pour les familles des victimes. Parce que finalement, vous savez, les nazis considéraient que les juifs étaient des virus, des bactéries qui pouvaient contaminer la race aryenne, et ils ont été traités de cette manière. Même morts, les cadavres des juifs n'avaient pas de statut d'humanité. Une fois morts, les cadavres étaient détruits comme on détruit des gens qui sont porteurs d'une épidémie. Donc les juifs étaient brûlés et les cendres des cadavres étaient répandues dans les camps d'extermination. Les cimetières sont les camps d'extermination. Mais les familles n'avaient pas de lieu pour faire le deuil. Aujourd'hui, on comprend
Quand il y a une catastrophe aérienne, on amène les familles sur le lieu de la catastrophe pour commencer le deuil. Aujourd'hui, on sait tout ça. À l'époque, on ne le comprenait pas, mais Schneerson avait cette perception-là, et lui est venue l'idée de créer un mémorial. Mais à l'époque, c'était une idée complètement folle. Lorsque Schneerson a été voir les responsables de la communauté juive de France pour créer un mémorial, ils l'ont pris pour un fou. Parce que la communauté juive de France avait été détruite, le leadership avait été déporté, il y avait des milliers d'enfants orphelins, il fallait reconstruire la communauté, il fallait reprendre une vie normale. Et lui voulait construire un monument. Il y avait d'autres urgences, beaucoup plus importantes. Et puis, vous savez, créer un tombeau du martyr juif, c'était, sur le plan religieux, une hérésie. Dans le judaïsme, les morts sont dans les cimetières. Les cimetières sont fermés pendant les fêtes juives, car le judaïsme célèbre la vie. Les vivants et les morts ne se rencontrent pas dans le judaïsme. Et Schneerson venait avec cette idée de créer un mémorial où on allait mettre des cendres des camps d'extermination et où les gens allaient venir. Aujourd'hui, ça paraît une banalité, le mot mémorial. À l'époque, c'était une révolution. Schneerson, qui lui était un juif pratiquant, n'a pas tenu compte de l'avis des rabbins. Il a dit, c'est pas grave, je vais continuer mon idée de créer un tombeau pour les victimes. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier nom qu'on avait, c'est le tombeau mémorial du martyr juif inconnu. C'est un nom, aujourd'hui, qui est impossible à porter. Le mot martyr, qui faisait partie de la terminologie de l'époque, aujourd'hui est inacceptable, parce que les juifs ne se sont pas proposés comme des victimes. Mais c'était la terminologie de l'époque. Le nom, c'est tombeau mémorial du martyr juif inconnu. Pourquoi ce nom? Parce que Schneerson était un juif qui était, comme je vous l'avais dit, devenu français dans l'entre-deux-guerres. Et on devenait français en devenant patriote. On devenait patriote en défendant la France, le pays qui vous avait accueilli. Donc, les juifs étrangers qui étaient venus se réfugier en France se sont engagés dans l'armée française, se sont engagés dans les bataillons de volontaires étrangers pour combattre, pour défendre la France, le pays qui les avait accueillis. Il y a cette idée de devenir français, qui était à l'époque une donnée très importante. Et, en dehors de donner son sang pour défendre la patrie, on allait aux manifestations patriotiques. Et vous savez que beaucoup de manifestations patriotiques se déroulent à l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées, dédiées aux soldats inconnus. Et donc Schneerson avait cette idée de vouloir faire rentrer cette histoire dans une histoire laïque et républicaine. Lui, qui n'était pas un historien, avait compris, à l'époque, que cette histoire appartenait à l'histoire de la France et qu'elle appartenait à l'histoire de l'Europe. Ce n'était pas l'histoire des Juifs, c'était des Européens qui avaient assassiné d'autres Européens. Et il l'a tout fait pour faire rentrer cette histoire dans une histoire française et européenne. Donc la première pierre de la création du mémorial a été posée en octobre 1953. Ça, c'est la liste des convois de déportation dont je vous parlais tout à l'heure. Voici la pose de la première pierre. On est en octobre 1953. Et je vous disais, Schneerson n'a pas réussi à trouver dans la communauté juive en France un intérêt. Alors, il a contourné la communauté juive et il a créé un comité de parrainage international avec des grandes personnalités dans le comité de parrainage. Et il a quand même envoyé une lettre à David Ben Gurion. Et David Ben Gurion, en recevant la lettre, est tombé de sa chaise parce qu'il s'est rendu compte que le premier mémorial du Khurban allait être créé en diaspora et non pas en Israël. C'est la raison pour laquelle la loi de la création de Yad Vashem à la Knesset date de 1953. C'est l'idée de la création de ce mémorial à Paris qui va amener le vote à la Knesset, même si bien sûr l'État d'Israël y pensait, bien évidemment, mais ça a été accéléré par la création du mémorial à Paris. Et nous avons, nous, le premier accord entre Yad Vashem, qui y a marqué entre parenthèses en création, et le centre de documentation juive contemporaine d'échange d'archives déjà à l'époque. Donc vous voyez, la création du mémorial est une manifestation très importante. On est 8 ans après la fin de la guerre. Il ne faut pas imaginer que l'antisémitisme a disparu à Paris.
que l'antisémitisme a disparu en France. Il continue. Et donc la création de ce bâtiment est aussi un acte courageux de la part des gens qui le mettent en place. Le mémorial en tant que tel est inauguré en 1956. C'est un certain nombre de personnalités. Là, c'est René Coty qui vient visiter le mémorial. René Coty devait participer à l'inauguration du mémorial, mais c'est l'exposition franco-anglaise de Suez, et donc il ne peut pas participer à la cérémonie d'inauguration du mémorial. Vous avez un certain nombre de souverains, la reine des Belges, qui viennent soutenir la création du mémorial. Ici, vous avez René Cassin, qui est un des membres du conseil d'administration du mémorial. Et voici la façade du mémorial telle qu'elle a été créée, avec une inscription en français, en hébreu et en yiddish. Le parvis du mémorial, donc c'est un bâtiment très sobre qui est aujourd'hui classé monument historique, qui a été créé en 56. L'architecture a pas bougé, et ce sont deux architectes, Goldberg et Persis, deux anciens déportés, qui sont à l'origine de la création de ce bâtiment. Voici la crypte avec une étoile de David, et sous l'étoile de David, il y a des cendres des camps d'extermination. C'est un bâtiment d'une grande sobriété. Il n'y a à l'époque déjà aucune volonté de vouloir reconstituer quoi que ce soit. Vous savez qu'on est à l'époque encore dans la génération des musées où on essaye de frapper le visiteur par l'émotion. C'est pas du tout la stratégie à l'époque, et encore moins aujourd'hui, mais en tous les cas à l'époque c'est pas du tout la muséographie qui est adaptée, qui est arrêtée par les personnes qui choisissent, qui sont attachées à la création de cette institution. Là vous avez les cendres des camps d'extermination qui finalement sont transportées par les rabbins, parce que finalement les rabbins acceptent la création du mémorial, disons qu'ils sont obligés de l'accepter parce que le mémorial ouvre ses portes. Je le dis parce que Schneerson était un monsieur extrêmement pratiquant en Russie, mais notre institution, il a voulu en faire une institution laïque et une institution apolitique. Au lendemain de la guerre en France, il y avait de nombreux conflits internes. Un conflit d'abord entre les communistes et les non-communistes. Une grande partie de la communauté juive en France était communiste. Et il y a eu des grands conflits dans la communauté juive à partir du moment où l'URSS, où il y a eu cet antisémitisme dans les pays de l'Est. Après, il y a eu un autre conflit qui était entre les sionistes et les non-sionistes. Et donc Schneerson a retiré notre institution de la communauté juive, c'est-à-dire qu'on est resté en marge complètement de la communauté juive, et on n'a participé à aucun conflit, et encore aujourd'hui, il n'y a pas ni de communiqué de presse, ni de prise de position, ni d'engagement, ni de pétition, ni rien du tout. Nous sommes une institution d'archives et d'éducation. Alors, il s'est passé quelque chose aussi, c'est que à ce moment-là, en France, vous le savez, les institutions françaises décident de refermer la marmite sur l'histoire de Vichy. Et donc la France, comme de nombreux pays d'Europe, se construisent une autre histoire. À l'époque, on refuse de reconnaître la participation de la France dans la persécution et la déportation des Juifs de France. Et dans ces cas-là, que fait un pays lorsqu'il veut empêcher cette reconnaissance? Il ferme les archives. Donc en France, les archives sur Vichy vont être fermées pendant plus de 50 ans. Elles seront ouvertes en 1997 de manière légale. 1997. Et les autorités françaises se retournent vers nous et nous disent: vous avez des archives françaises, rendez-nous ces archives françaises. Schneerson et toute son équipe qui avait survécu à la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été des résistants, qui avaient fait beaucoup de choses illégales, ne se sont pas laissés impressionner et ont dit non, on ne va pas vous rendre les archives, et si vous voulez les archives, il faut que vous veniez les prendre avec la police parce que nous, on ne vous les rendra pas. La police n'est jamais venue au mémorial et les archives, nous les avons gardées et elles ont été ouvertes, toujours, à la recherche. Et nous sommes fiers que ces archives aient toujours été utilisées par les chercheurs du monde entier, et pendant longtemps, ça a représenté la seule source d'archives accessible en France, parce que toutes les autres archives étaient fermées.
Alors la difficulté, c'est que on était en marge de la communauté juive, mais on est devenu aussi en marge de l'État. Et à force d'être en marge, finalement, on est devenu une institution complètement isolée, connue des chercheurs. Les chercheurs du monde entier venaient chez nous pour travailler sur les archives. Les familles venaient dans ce lieu pour se recueillir. C'était un lieu de parole pour les déportés, c'était un lieu de souvenirs, mais finalement, c'était un lieu très peu fréquenté par le grand public. Et notre institution a connu une seconde vie avec, vous savez que dans les années 80, est apparu en France des gens qui se sont mis à contester l'histoire de la Shoah, en disant que les négateurs de l'histoire. Et tout d'un coup, dans les années 80, il y a également eu 2 attentats contre le mémorial, et nous avons compris l'importance de nos archives. Les archives de notre institution, c'est aussi la preuve de la persécution et de la déportation des Juifs en France et en Europe. Et donc il y a eu tout d'un coup un sursaut avec une volonté de vouloir redynamiser l'institution. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées en conseil d'administration, Simone Veil, Robert Badinter, Serge Klarsfeld, Éric de Rothschild, et qui ont décidé de prendre cette institution en main et de la faire évoluer. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons, à partir des années 90, pensé à rénover l'institution, et nous avons été fermés pendant plusieurs années. Alors, pendant toutes ces années, ce qui est assez intéressant, c'est que le mémorial a été perçu comme un lieu de défense de la démocratie, même si nous étions en retrait complètement de la vie politique. Là, vous voyez Bernard-Henri Lévy, qui est venu s'exprimer au mémorial. Là, vous avez Vladimir Yankelevitch, qui était très attaché au mémorial. Vous connaissez ses positions à Yankelevitch. Alain Finkielkraut, lorsqu'il était un jeune philosophe également. Là, vous avez Simone Signoret et Yves Montand. Quand il y avait une atteinte aux droits de l'homme, la tradition, c'est que souvent des manifestations partaient du mémorial du martyr juif inconnu. Mais là, j'ai pas le temps d'en parler parce que je vois que le temps passe. Juste la rénovation du mémorial en 2005. La rénovation du mémorial en 2005, elle est très importante. Non seulement elle nous permet de multiplier la surface du mémorial par 3, d'avoir une véritable exposition permanente, une exposition temporaire, mais c'est surtout finalement un changement de relation avec l'État. Pour la première fois, un chef d'État vient au mémorial. Pour la première fois, il reconnaît le travail qui a été fait dans cette institution et il reconnaît le travail que cette institution peut fournir dans l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Là, c'est le mur des noms, c'est ce qui est nouveau avec l'agrandissement, où nous avons gravé le nom de tous les Juifs qui ont été déportés de France. Je vais très vite parce que je vois que je suis en retard. Et juste pour terminer, combien ? Allez, 5 minutes. Là, je vois que je vous montre le musée, l'exposition permanente du mémorial, où c'est vraiment l'histoire qui est au centre de notre propos, une histoire européenne, une histoire contextualisée, une histoire bien sûr à partir de l'histoire de Vichy, mais contextualisée avec l'histoire de l'Allemagne nazie, l'histoire de l'Europe, mais aussi une histoire de l'antisémitisme, parce qu'on ne peut pas comprendre la Shoah sans parler de l'antisémitisme, les 20 siècles d'antisémitisme en Europe. On ne peut pas aussi faire une exposition sur la Shoah sans parler de l'histoire des Juifs non plus comme simple objet ballottés par l'histoire, mais des Juifs comme acteurs de leur propre histoire, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Là, c'est ce qu'on appelle nous le mémorial des enfants, avec les 3000 photos des 11 000 enfants juifs qui ont été déportés depuis la France. Je voulais juste aussi vous montrer, bon ça c'est la salle de lecture, si vous avez besoin de venir travailler sur les archives, là une signature d'un accord avec le Parti communiste, le travail d'éducation, les voyages à Auschwitz que nous organisons pour les scolaires, le travail que nous faisons avec toute la société civile, la police, le travail de formation que nous faisons avec les enseignants, le mur où nous avons gravé le nom de tous les justes,
tous les non-juifs qui ont aidé la population juive pendant la guerre. Là, je vous montre le tout dernier musée que nous avons créé, qui est le musée de Drancy, juste en face du camp de Drancy, où 67 000 des 76 000 juifs de France ont été déportés. Nous avons créé un musée face au camp de Drancy, qui est ici, le camp de Drancy. Pendant la guerre, c'était une cité HLM qui n'avait pas été terminée, qui a été utilisée comme camp d'internement et qui est aujourd'hui habitée. Et notre musée est juste en face. Et là aussi, il a été inauguré en septembre 2012 par notre nouveau président François Hollande. Pour terminer, vous dire que notre institution continue ce travail de recherche, d'éducation sur l'histoire de la Shoah, mais depuis 2005, nous avons décidé de travailler sur les 3 génocides du XXe siècle, à savoir l'Arménie,